Bienvenue ici. C'est le premier meet-up de cette série. On avait fait des meet-up il y a quelques années, mais là on recommence mais sur ce thème spécifique de la collaboration en mode agile. Donc pour commencer, juste pour avoir un état des lieux de qui est là, est-ce qu'on va faire deux groupes en fait, ceux qui sont plutôt archi, ceux qui sont plutôt coach agile et tout ça. Ceux qui sont plutôt agiles, dans le monde agile, vous pouvez lever la main. Donc 1, 2, 3, 4. Et les autres, plutôt archi. Tout le reste, il y a des exceptions. Ouais. Un bon ingénieur. Ah oui, on va raffiner un peu. Et maître d'ouvrage, un peu maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage. Archi qui bosse du code. Ouais, donc c'est bien, c'est une bonne proportion. Ok, on va voir ce que ça. Il y a l'architecte, c'est le maître d'œuvre en même temps que l'ingénieur, après il y a le maître d'ouvrage. Et on n'a pas d'entreprise de construction, mais c'est autre chose. Bon, donc on va faire en deux parties. On va faire une petite présentation. Donc plutôt François qui va nous présenter un peu globalement l'agile pour les nuls, c'est-à-dire les architectes qui ne connaissent pas trop l'agile en général, donc il faut partir du début. Et de voir un peu les applications possibles en architecture. Et après on va passer au mode atelier assez vite, parce que ça peut durer un petit peu de temps. Donc, c'est bien de se présenter. Ouais. Alors moi je suis Sébastien Lucas, je suis cofondateur de l'application Brix, donc qui est une application de collaboration agile pour l'architecture. Et sinon, je suis architecte de formation et développeur de métier maintenant. Et donc, je travaille au quotidien avec l'agile, mais pour l'IT. Donc, je connais un peu les parties du métier. Donc, moi, c'est Yacine. Je suis Product Owner en intelligence artificielle et objets connectés. Donc, je suis à la fois Scrum Master et j'ai commencé à explorer un peu l'agilité dans le bâtiment il y a quelques années avec ma copine. Architecte. Donc moi François Musard, donc je suis responsable informatique et BIM et parfois chef de projet. Donc chez Enya Architecte, donc, on est très heureux de vous accueillir ici. On remercie Enya de nous accueillir. Et voilà, donc on va commencer la présentation. Donc en fait ça remonte à quelques années où on a commencé à s'interroger un peu à qu'est-ce que pourraient être ces méthodes agiles. En fait, on est venu au début par les outils. Tiens, il y a des outils vachement bien en informatique et tout ça, machin. Et puis derrière, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des méthodes. Et en montant le fil, on s'est dit, tiens, ça peut peut-être avoir un intérêt pour l'architecture. Donc, avec Sébastien, on co-développe l'application Brixapp. Mais ceci étant dit, à côté, on se dit qu'aussi, globalement, il y a un vrai problème de méthode qui n'est pas justement encore un énième outil. Donc cette problématique de méthode elle est plus générale, donc les meet-up nous semblent un cadre intéressant pour réfléchir de manière un peu plus peut-être neutre sur ces problématiques. Alors sur l'agilité, alors pour tous ceux qui viennent du monde agile, ça va peut-être être un peu light et parfois un peu peut-être naïf, mais bon après vous pouvez aussi intervenir s'il y a des précisions à apporter. En plus on va faire un peu court. Juste cette slide c'était pour présenter un peu l'évolution en parallèle du monde de l'informatique et bâtiment dans ces parties aussi informatiques. Donc en bas on a mis les logiciels informatiques, donc pour le coup en agilité, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a eu quelques logiciels qui faisaient de la 3D il y a très longtemps, et puis après il y a eu la suprématie d'AutoCAD qui était une planche à dessin électronique, donc sans trop d'intelligence dedans. Et puis après les années 2000 est arrivé le BIM, donc le Building Information Modeling, donc on a commencé à penser en mode plus objet et à modéliser des maquettes virtuelles de nos bâtiments. Donc c'est la phase dans laquelle on est actuellement. Et après ces années 2000, il y a eu le Digital Project, donc c'est que tous ces objets sont devenus paramétriques, et donc avec beaucoup plus d'intelligence, et on peut faire des choses beaucoup plus étonnantes. Donc c'est des bâtiments que vous voyez, la fondation de Python, ce genre de choses, qui sont issus de ces recherches. Mais vous voyez qu'en bas, il n'y a que des logiciels. Et c'est vrai que dans la partie du monde informatique, il y a aussi évidemment des logiciels, mais on entend presque plus parler des méthodes. On s'est aperçu que dans le monde du bâtiment, il y avait assez peu de méthodes. Enfin, je ne sais pas pour ceux qui sont dans le bâtiment, est-ce que vous avez entendu parler dans votre travail ou même dans vos études on a appris des méthodes. Enfin, moi, ça n'a pas été trop le cas personnellement. On n'était pas forcément, on fait un peu comme d'habitude, on lance les projets, puis on a des habitudes et on les pratique. Et c'est vrai que dans le monde de l'informatique, il y a une vraie réflexion sur la manière de produire, la manière de faire les choses. Et voilà, on trouve que le parallèle entre les deux il est assez saisissant.
Après, donc, pour présenter rapidement l'agile, c'est 4 grandes valeurs qui sont vraiment les bases, qui sont l'équipe, donc d'abord l'humain, après le produit et surtout se dire qu'il faut mettre de la valeur ajoutée dans le produit. Pour faire cette valeur ajoutée dans le produit, la collaboration est un passage obligé. Et cette collaboration, elle implique l'acceptation du changement. Donc, quand on collabore, on se confronte aux autres. Et donc, quand on se confronte aux autres, il faut accepter les différences, il faut négocier et accepter éventuellement le changement. Donc, ce qui est important aussi, c'est la hiérarchie entre ces valeurs. Et ce qui est intéressant moi, ce qui m'a intéressé dans l'agilité, c'est cette cohérence globale avec des grandes valeurs qui sont exprimées clairement. Il y a une déclinaison après en 12 principes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un site qui s'appelle agilemanifesto.org. Vous pouvez télécharger l'intégralité de cette déclaration qui a été faite en 2001 pour détailler un peu tous ces principes. En dessous, vous avez des cadres de travail. Donc, il y en a un qui est assez connu qui s'appelle Scrum, mais il y en a un certain nombre. Voilà, chacun a son préféré. Et après, à l'intérieur de ces cadres de travail, il y a un certain nombre de pratiques. Donc les cadres de travail, on va dire, c'est plutôt l'organisation du projet. Et après, il y a des pratiques, c'est plutôt la manière de travailler au jour le jour. Donc c'est quelque chose de très structuré et qui est assez cohérent. Alors, ça c'est un peu pour introduire on a découvert en fait l'agile au-delà de l'IT via le travail de Joey Justice, en fait, qui est un Scrum Master américain, qui a développé un projet qui s'appelle Wikispeed. En fait, c'est un projet de voiture. Je ne sais pas si vous connaissez, quelqu'un connaît Wikispeed? Ouais. Et donc, c'est un projet de voiture qu'il a développé, je crois, il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Qui continue à développer d'ailleurs, mais donc c'est en collaboratif, en mode agile, avec des gens qui sont des amateurs, qui sont dispersés, donc qui communiquent via des outils comme Hangout ou des choses comme ça. Et ils publient les pièces en fait en open source. Ils ont un Dropbox où ils mettent les pièces, ils les décrivent, comme ça c'est public, on peut la construire. Et donc pour concevoir ça, donc lui d'origine il connaît comment ça se fait dans le développement, donc il essaie de transposer au monde du hardware, de l'industrie. Il a pioché un peu, en gros il a pris trois grands groupes de principes. Un où c'est le Scrum, donc ils font des sprints, ils font peut-être pas des daily meetings parce que c'est à distance, donc c'est une fois par semaine je crois, c'est sur un rythme plus espacé. Mais voilà, globalement ils sont Scrum. Après, ils ont pris les principes de l'extreme programming, notamment le test-driven development, en fait, qui est le fait de pouvoir tester au fil de l'eau, commencer par écrire les tests et après de voir si le code marche. Et dans la production d'une voiture, en gros, il fait des crash tests virtuels. Et après, à chaque itération en fait, de la voiture, il vérifie que ça passe ses crash tests. Par exemple, il y a d'autres tests. Il y a le travail par pair, c'est-à-dire dans l'informatique, c'est de développer en même temps un même logiciel, enfin une même partie du logiciel. Il y en a un qui code, l'autre regarde et on échange. En fait. Et ça, donc, je crois qu'ils l'ont systématisé, c'est-à-dire il y avait toujours des pairs pour développer des choses. Voilà. Donc ça, c'est l'extreme programming. Et après, il y a des notions de modularité, d'architecture objet, de design pattern. Donc ça, c'est intéressant parce que les design patterns, en fait, on a appris que ça venait de l'architecture. C'était un architecte américain, je me souviens plus le nom, mais dans les années 70 peut-être. David n'est pas un artiste. Qui a inventé ce Christopher Alexander. Donc il a inventé ce concept, je ne sais pas comment le définir, mais en gros, dans l'architecture, dans l'informatique, c'est des bonnes pratiques, des typologisées en fait, c'est-à-dire il y a des types de programmation, les classes et on applique des principes en fait. Donc il y a ça, il y a le fait d'être modulaire, c'est-à-dire de dire que la voiture, on la décompose en modules qui ont du sens et qui ont du sens pour être divisés en équipes en fait. C'est-à-dire chaque équipe, il peut y avoir une équipe pour les roues, une équipe pour la carrosserie, etc. Et de faire que pour ça s'assemble au final, ou même à chaque sprint en fait, il faut définir des connexions entre les modules qui sont les interfaces. Et ça, en développement, il y a aussi cette notion de pouvoir avoir une interface pour se connecter avec, sans même que, pour les API, en fait, c'est-à-dire des choses qu'on interroge à distance, on connaît l'interface, on sait ce qu'elle va renvoyer, mais elle n'existe pas encore. Et du coup, notre code, on peut l'adapter pour ça. Donc vraiment, il s'est inspiré de ça.
Voilà. Ce qui nous intéressait là, c'est pour nous, c'était un peu le pont entre le monde de l'informatique et le monde du bâtiment, où là, c'est des gens qui ont réfléchi à des choses concrètes, enfin, à une application sur des objets concrets. Parce que quand même, souvent, il y a pas mal de principes appliqués au logiciel, c'est un peu difficile de les transcrire dans le monde du bâtiment. Donc ça nous a paru assez intéressant et assez cohérent aussi, donc avec des valeurs sur l'organisation, des pratiques au jour le jour, et puis aussi une structuration. Donc nous, on voit avec le BIM, où on est en mode objet et tout ça. Donc, ça nous paraissait assez cohérent. Voilà. Donc ça, peut-être dans la suite des ateliers, ce sera des concepts qu'on pourrait décliner pour voir comment à chaque fois ça peut s'adapter dans le bâtiment. Et après, les problématiques que nous, après, on ressent dans le bâtiment, c'est la fameuse courbe de la productivité du secteur de la construction qui est quasiment plate, alors que tous les autres secteurs, en particulier grâce à la transition numérique, ont pu avoir des gains nets de productivité, alors que dans le bâtiment, ça stagne toujours. Et puis pour ceux qui font plus du BIM, qui sont plus en contact avec le BIM, c'est que souvent, là, ça fait quelques années que tout le monde a commencé à s'y mettre, donc techniquement, on commence un petit peu tous à se débrouiller, mais on voit souvent qu'il y a beaucoup de bruit pour rien et que derrière, on a des maîtres d'ouvrage qui nous disent les bâtiments, ils sont pas mieux, ils sont pas moins chers, les délais sont pas plus tenus, et donc il y a un peu une interrogation aussi, un peu globale. Enfin, moi, récemment, j'ai pas mal ressenti des gens en disant, qu'est-ce que... Ok, c'est un nouvel outil, il y a des gens qui trouvent leur intérêt et tout ça, mais ça ne fait pas foncièrement changer la manière dont on travaille dans le monde du bâtiment. Et c'est peut-être en effet ce qu'on disait au début, de se dire qu'actuellement c'est pas mal focalisé sur les outils, c'est vrai qu'il faut beaucoup de formation, il faut s'y mettre et tout ça, mais après il y a peut-être une base méthodologique à mettre en place qui n'a pas été encore abordée, et ça peut être intéressant de la prendre en compte. Donc voilà, on va passer au... Donc pour l'atelier qu'on va organiser aujourd'hui, c'est un atelier Story Map. Donc l'objectif de l'atelier, c'est de partager une vision commune du produit. Donc on garde la notion de produit même si c'est de la construction. Donc c'est aussi identifier les différents acteurs d'un projet, à savoir l'architecte, l'AMOA, maîtrise d'œuvre, entreprise de construction. C'est aussi lister l'ensemble des activités, les lotir et définir le chemin critique. Donc savoir à quel moment est-ce que l'on pourrait être en risque pour pouvoir être proactif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous distribuer des post-it et on va faire ça en 3 étapes. Donc dans un premier temps, nous allons définir les thèmes d'un projet de construction. Le projet est là-bas. C'est un petit gymnase. C'est pour ça, c'est pour se donner un cas d'étude. C'est un gymnase qui est en cours de chantier, tu vois, à l'agence. Ça peut s'inspirer. L'idée, c'est en effet de mapper un peu tout ça dans ce premier atelier. C'est vraiment de se rendre compte un petit peu de la complexité générale Alors nous, on va plutôt réfléchir peut-être sur les phases de conception, c'est plutôt ce qui nous intéresse, et de se rendre compte de la complexité générale de la conception d'un bâtiment, et d'avoir vraiment cette map de tout ça, et à partir de là, peut-être en tirer des conclusions sur l'organisation. Vas-y. Il y a des couleurs spécifiques pour les deux. Ouais, donc je crois pour les deux, on fait ceux-là. Pour les... Il faut une petite personne ou... Non, non, Bonjour. Ah oui, les stylos. Vous avez tous des stylos? Quelques stylos. J'ai pas de stylo. Donc, dans un premier temps, nous allons nous donner 5 minutes pour pouvoir définir quels sont les différents thèmes d'un projet de construction. Donc, à l'issue de ces 5 minutes, je vous inviterai à venir au tableau pour pouvoir les coller et on pourra en discuter sur les différentes thématiques proposées, en garder quelques-unes, supprimer les doublons, etc. Donc, vous avez 5 minutes.
Vous ne saviez pas que vous étiez venu, c'est une interro. Non, les thématiques, ça va être les thématiques abordées dans la conception d'un bâtiment. Ouais, j'ai noté quelques idées ici. Donc, on va faire phase conception. Vraiment, c'est. On fait juste la phase conception ou? T'avais tout vu? Ouais, j'ai vu moi tout le projet jusqu'à la livraison. Donc ça oblige d'être pas trop précis dans les découpages. Ouais, par exemple, ce que j'ai fait, c'est faisabilité et autorisation, conception détaillée, planification de la construction, sélection des entreprises. C'est phase. Ouais. Mais est-ce que ces phases on les connaît, donc est-ce qu'on va un peu sortir la même chose? Est-ce que chacun propose un découpage, c'est-à-dire oui, chacun a un post-it? C'est quoi le but? Que chacun propose des découpages? Chacun propose ses phases. Et ensuite, on va voir l'ensemble des propositions et on va voir quel est le meilleur moyen d'avoir le meilleur découpage. En termes de... Donc en fait, l'idée c'est ça. On voit qu'il y a beaucoup de redondance, mais on verra. C'est en conception, c'est une liste de 5, juste en conception. Il y a au maximum 5 découpages. Donc, et c'est pas forcément le découpage standard. S'il n'y a que des architectes, donc on pourrait rester dans la partie peut-être conception qui intéresse peut-être plus les architectes ou on pourrait aller jusqu'à la livraison. Moi je pense que c'est intéressant d'avoir une vision globale. Ouais, c'est mieux. Et on fait un post-it pattern, c'est ça pattern. C'est-à-dire que si pour vous il y a. C'est-à-dire dans un premier temps, c'est quelle phase est cohérente, en fait, quel découpage en phase est cohérent du début à la fin. D'après ce que je comprends. La construction jusque-là, livraison. Après on peut dire conception, construction si on veut, ou on peut dire construction DCE, tout ça si on veut. Justement, mais ça peut être intéressant de savoir si on va avoir une idée un petit peu. Non, pas trop. On met pas sur les phases, on met 1, 2, 3, 4, 5. Après, généralement, je me suis dit. Je ne sais pas comment ils vont. C'est ça. Non. On met une phase par post-it. Il reste 1 minute. On peut commencer à coller Ouais. S'il y a des personnes qui ont déjà terminé, on verra bien aussi. Vous avez le temps et la priorité. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est coller juste sur la première page. Voilà, Mais il est bon, c'est l'échappe. C'est exactement ça, c'est le début, ça c'est la fin du projet. Combien? Ah oui, il y a 5. Personne met la loi MOC, ça va pas, on est tranquille. Le bac électrique, je vois le mot, je sais pas comment placer du coup. Nous, il manque. Mais bon, après, c'est des travaux, je fais des travaux, livraison. Ouais, c'est ça. On va mettre au-dessus, je pense.
chaque phase doit calculer normalement par kilo. Le même, en fait, ça apprend toutes les Ouais, déjà. donc là, je vais la réponse sommaire. Ah oui. Ok. Ouais. C'est pas évident de manier. En fait, c'est surtout que. Bien sûr, ok. C'est bon? Alors, on a esquisse, diagnostic, faisabilité, définition du besoin, concours, définition du projet sommaire, APS, APD, faisabilité, étude, définition des besoins. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait, pour essayer de regrouper tout cela dans une seule thématique, qu'est-ce que vous proposez comme thématique? Là, on a toute cette partie, ça parle d'échange, de faisabilité, d'APS, APD, concours. Il y a des choses de l'amont, non, déjà, la faisabilité, c'est vraiment des skis. Il y a la programmation aussi, c'est là. C'est peut-être remonté. Donc la programmation, c'est par ici. Ouais, c'est dans l'amont. Ouais. La définition de l'enveloppe aussi, c'est un vrai espace avant, en fait. On peut anticiper. Faisabilité et programmation, c'est pour ça. Inspiration, recherche des entrées du projet. Non, c'est pour l'architecture. C'est pour l'esquisse. C'est avec l'esquisse. Là, c'est le diagnostic, là, c'est la faisable encore. Là, c'est l'esquisse. Obtention des autorisations administratives. C'est en dessous, mais ça se peut entre les. C'est après la PD. Ouais, c'est un peu par là. Ah bah, elles sont là. Thème, esquisse. Ça rentre esquisse. Analyse du contexte local des bâtiments. Esquisse. Conception du projet, intégration des phases. C'est la conception de. On va dire que c'est l'esquisse. Veille des candidatures. Donc là, c'est entre la programmation et l'esquisse. Quelqu'un qui trouve un truc. Échange intervenant, mis en place d'une équipe de maîtrise d'œuvre. Esquisse ou APS APD. Le respect du programme, développement du concept. APD, c'est quand même esquisse recherche. Définition de l'avant-projet définitif. ODCE, synthèse des entrées du projet. En pro ou en SAPD aussi.
Exploration, recherche de références. C'est dans l'esquisse. On va peut-être décaler la PSAPD. Élaboration du cahier des charges des entreprises. Ça, c'est le DCE. Chiffrage, respect du coût. Ça, c'est plus le DCE. Développement du projet. Ça, c'est le DCE. Étude détaillée, validation des coûts. Plutôt le DCE. Conformité du concept structural. Ça, c'est plutôt les détails, c'est trop, je vais l'élever après, c'est bon. Les estimations, la construction, sélection des entreprises. Il y a des études de transition aussi. Là-haut, il y en a. Donc sur la première thématique, il y en avait pas mal de doubles. Il y avait un ticket qui regroupait les trois. Donc diagnostic, faisabilité et définition du besoin. Là, tout ce qui est suivi des travaux, exécution, contrôle de la réalisation, début des travaux et la suivi des travaux. Et production et collaboration. C'est partout. On va regrouper encore ou... Ouais, comme ça on garde qu'un seul ticket par étape. Ah ouais. Est-ce qu'on va finir par les phases de la loi MOP ou est-ce que ça va? Est-ce qu'on change? Donc tout ce qui est définition du projet, avant-projet sommaire, développement du concept, analyse du contexte local, est-ce que ça rentre dans l'APS, APS, APD? C'est dans les skis. On n'arrive pas à se sortir de la loi MOP. Alors après, est-ce qu'on fait un seul thème APS-APD ou est-ce que c'est deux séparés? Je sais pas. Après, il y a des variantes. Ah ouais? Voilà. Après, donc ça va être Z. Après, ça c'est PR et tout ça, ça va nous concerner. Ça dépend. Non, vas-y. Du projet qui nécessite une esquisse, une APS, il y a d'autres pour faire juste un avant-projet. C'est vrai que là c'est bon, on finit par les grandes thématiques. Si tu veux sortir des thématiques de la map, c'est pas un peu si à quel moment tu changes de contexte de collaboration. En fait, tout ce qui est avant esquisse, enfin, on a un autre tout seul, on va l'ouvrage, programmiste, etc. Ensuite, tout à fait du développement, tu as beaucoup de méthodes tout à l'heure. Souvent, on prend une conception, ça, ça rentre bien technique. Ensuite, on a une collaboration qui est différente, c'est un jeu à 3. On a le projet, tu te retrouves avec 3 points à espèce. Donc, c'est aussi une idée un peu cassée, tu vas dire, vas-y, regroupe. Ah non, mais ça peut être intéressant, hein, pour changer un peu de. On peut écrire des nouveaux sites. C'est les acteurs. Si on veut, juste casser un peu le truc, ça peut être une façon de faire, c'est-à-dire qui bosse avec qui à quel moment. Après, on va retrouver les grandes étapes. Parce qu'il y a une loi avec les grandes étapes. Les grandes phases au plus grand, c'est une loi, et en fait, à chaque moment, on est associé à un objectif et un petit grand. D'accord. Et qui cadre le marché public et le marché privé. On reprend la même chose, mais il y aura quelques petites latitudes, comme par exemple pour le débat. D'accord. Alors, tu disais quoi, toi aussi? Non. C'est tout ce qui est avant le développement du projet, c'est la définition, ça c'est quand on a juste un client avec son CV. Et tout ce qui est analyste. Ensuite, il y a la partie conception architecturale. Là, on a un client avec son architecte. Et là, en fait, ça va regrouper esquisse, APS, APD. C'est conception. Conception du vrai architectural. On a un maître d'œuvre principal plus un
ouvrage. Ensuite, conception technique. Là, on peut faire rentrer des gens qui faire rentrer des gens techniques dans le jeu du projet. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'en APD, on est assez content du projet, et puis en fait, la phase pro elle est compliquée, parce qu'on essaie de faire rentrer des gens, un peu scénario, et les contraintes sont complètement différentes. Ensuite, c'est la mise en œuvre du projet. Donc ça, c'est la phase où plus clairement les gens qui étaient dans un dialogue pas forcément conflictuel avant, il y avait une équipe qui va rentrer dans un autre jeu conflictuel avec l'entreprise. Tout ça rentre dans la partie conception technique. Et après, tu dis après Mise en œuvre du projet. En gros, ça devient assez plus de papier, ça devient un objet physique, donc il y a plein de. Enfin, tout change. Il y a les règles sont par rapport à l'heure. Et enfin, il y a la partie que j'avais appelée mise en service, je ne sais pas si c'est dans le terme, enfin, on a une transition vers l'objet, il n'est pas fini. C'est plus un objet inerte, ça fait vite, ça fait des gens qui mettent dedans, on va voler, on va. C'est un peu une phase du projet. On va des programmes qui arrivent. C'est pour un journal qu'on a en chantier où quelqu'un a tout son bâtiment, en fait, il y a un preneur qui veut quelque chose qui est pas du tout l'architecte a décidé. Voilà, les FDM, de façon dont on fait Là, je crois qu'on a les thématiques et ça va être les épiques. Je suis tout d'accord avec ça. Je pense que je nuançais juste peut-être la conception préliminaire et la conception détaillée, je pense, parce que c'est pas seulement que l'architecte qui travaille. Je pense qu'on a besoin des ingénieurs ou des spécialistes en fait, sur certains sujets. Si on est sur l'auditorium, par exemple, un acousticien, c'est essentiel en fait, on fasse même dans cette place-là. Donc la variante, c'est préliminaire ou détaillé? Et détaillé. Aussi, bien sûr, du gars, par exemple, la question du flux, c'est juste impossible de détacher. C'est pour ça qu'on a une exception de tout ce qui est gare, c'est pas les phases de la MOB, mais on a, je sais pas quoi, on a APDA, AVP, avant-projet A et avant-projet B, qui en fait sont un peu équivalents de notre APD, mais en fait, enfin, si je me souviens. Donc là, ça va se regrouper. Ouais. C'est un peu comme ça, on montre qu'il y a un peu de foisonnement quand même. Donc on peut lister, en fait, relister les différents groupes. Ou Comment? tu peux juste récapituler les différents groupes. Donc on a définition MOA AMO, conception architecturale Ou préliminaire, conception technique détaillée, mise en œuvre, mise en service et mise en service. Donc il y a 5 phases. Donc il y a une phase de préparation, de définition, quoi. 2 phases de conception, c'est ça, une phase de chantier, quoi. Et une phase de livraison. Très bien. Service après-vente. Quoi? Service après-vente. Ouais. Donc là, sous chaque grande thématique, on va essayer de mettre les différentes épiques. Donc par exemple là sur la définition MOA AMO. Donc on a déjà tout ce qui est diagnostic, faisabilité, définition du besoin. On a l'esquisse. Est-ce que l'esquisse, non, ça rentre plus dans le conception architecturale. Donc on la met ici en dessous. Donc qu'est-ce qu'on pourrait aussi avoir dans la conception architecturale comme épique? Quelles sont les grandes phases du... Ouais. Donc pour une épique, c'est une grande phase dans une thématique. Donc on a par exemple, dans la conception architecturale, c'est une thématique. Donc parmi les épiques qu'on pourra avoir par exemple l'esquisse ou la... Ouais, c'est l'organisation, peut-être concevoir le parking ou non, ça pourrait plus être une user story, parce que là, tu t'adresses directement à l'utilisateur, tu vois directement le produit.
Par exemple, sur le gymnase, comme user story, ça pourrait être la conception des vestiaires, la conception des terrains, par exemple. Alors, du coup, ce que je veux dire, c'est par exemple la façon Justement, Moi, je suis... Justement, il me semble que l'idée, c'est quand même de partir du besoin du client. Le fait de forcer le découpage chronologique de votre projet, le fait de mettre des jalons en disant ça c'est mon thème 1, ça c'est mon thème 2, du coup vous n'avez pas cassé la structure, vous êtes juste en train de renommer les têtes de chapitre. Si tu veux le faire dans l'autre sens, il faut, je pense, partir du besoin. Donc, dire, je sais pas, dans une maison, les gens ils ont besoin de dormir, manger, se laver, garer leur voiture, etc. Et ensuite, chacun de ces composants va avoir besoin d'une conception, d'un dessin, d'une réalisation, etc. Ouais, mais tu inverses. Ouais, c'est inversé en fait. Bah ouais, sinon tu vas rester dans la même hiérarchie que d'habitude. Mais est-ce que si on va sur ce principe-là, si on inverse le tout, est-ce qu'on n'aura pas des sortes de... C'est comme si on allait en fait déphaser un peu le projet, c'est-à-dire par exemple, si, quand on dit que en tant que client, je voudrais dormir. Donc ça nécessite d'avoir une chambre, d'avoir une salle de bain. Donc on va aller sur la conception de la chambre et de la salle de bain sans prendre en considération la conception conception architecturale. Dans le logiciel, c'est clairement le problème récurrent, c'est-à-dire que tu pars sur des features réduites au départ et tu dis je vais livrer que ça. Ouais. Et ensuite tu élargis et au moment où tu dois élargir, en fait, tu es obligé de revisiter les fondations parce que tu n'es pas forcément capable d'accueillir les nouvelles fonctionnalités, tu ne les as pas anticipées. Bon, bah, donc si tu dis que tu veux raisonner de la même manière sur le bâtiment, ça veut dire que, j'en sais rien, au début tu dis bah, je pose une tente, quoi, parce que le gars il veut dormir. Et ensuite, petit à petit, voilà. Et après, nous, c'est pour ça qu'on se limite un peu à la conception, c'est dire que justement on a cet outil qui est la maquette numérique, qui reste virtuelle pour le coup. Donc on peut concevoir une brique de départ et après l'agrandir, et ça reste virtuel. On peut après la visiter avec de la réalité virtuelle, on peut quand même la tester de manière assez probante maintenant avec les outils actuels. Mais c'est vrai que quand on l'applique à terme, on avait réfléchi un peu à ça, où on construit juste une pièce et puis après une autre. Bon, c'est quand même un petit peu compliqué là pour le coup, la logique elle est un peu... elle fonctionne peut-être. Ça pourrait marcher, enfin l'exemple de la maison je ne trouvais pas trop mal, peut-être, je connais pas très bien, mais dans du marché privé, un archi qui a un client en face qui dit je veux ma maison, on peut très bien, en fonction de son premier feedback, faire quelque chose assez probant sur ses premiers retours, puis il va dire ah mais en fait j'ai oublié, j'aime bien faire du sport, donc je fais du sport, enfin ça pourrait ressembler à ça. Le problème dans le marché public, et je connais pas très bien, mais c'est que premièrement le client il sait pas trop ce qu'il veut, et du coup c'est un peu délicat de se baser sur les approches clients si le client découvre au fil de l'eau ses besoins. C'est le principe. C'est pour ça. Du coup, la différence avec le soft aussi, c'est que tu peux livrer du soft tous les 15 jours, tous les jours, etc. De manière incrémentale. Et tu peux revoir tes fondations. Théoriquement, ça problème. Ça, je pense qu'il faut peut-être recadrer quand même, rester dans le contexte du BIM et donc dans l'effet d'un bâtiment virtuel qui, pour le coup, là, on peut livrer tous les 15 jours. On peut envoyer au client une maquette virtuelle, il se balade dedans en réalité virtuelle. Enfin, nous, c'est ce qu'on commence à faire et là, ça pourrait fonctionner. C'est vrai que si on rentre dans la construction, tu peux pas casser, tu vas pas monter. Sachant que casser, bon, là, l'idée, c'était de travailler justement peut-être plus sur la... Sachant qu'aussi mais c'est peut-être les épiques qui sont ces moments de... Ce que tu viens juste de dire, c'est que peut-être il ne faut pas raisonner, c'est la question que vous êtes posée au tout début, est-ce qu'on fait vraiment toute la chaîne ou est-ce qu'on prend juste une phase, celle du BIM peut-être, et vous êtes parti sur toute la chaîne. Je ne sais pas s'il ne faut pas se reposer la question et recentrer sur la phase où on peut justement itérer, c'est refaire ça sans qu'il y ait de conséquences dans la rue, quoi. Enfin, de la programmation jusqu'à la fin de la conception, alors finalement Mais je sais pas, moi je connais pas assez bien vos... Parce que la partie programmation, c'est un peu, c'est-à-dire aussi dans l'informatique, avant, en fait, il y avait donc des phases entièrement dédiées à la programmation et après des phases entièrement dédiées au développement. Et dans la méthode agile, on a un peu changé les choses, on a dit la phase programmation, il y en a un petit peu, mais on ne fait pas un programme complet, on fait juste ce qu'il faut pour démarrer. Et après, le développement se fait au fil de l'eau. Donc, est-ce que les phases, la phase 1 et 2 et 3 peuvent se mettre ensemble, mais éventuellement pour
C'est une proposition, mais après Du coup, ça devient une seule phase et bon, maintenant, l'idée c'est de chercher à l'intérieur. Et tu penses que c'est une réflexion intéressante en fait, parce qu'à la fin, on crée un ouvrage pour répondre à certains critères. C'est un critère de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une maison ou une gymnase, en fait, il faut que ça fonctionne, il faut que ça respecte un coût, il faut que ce soit constructible, il faut que ce soit beau, j'imagine, et peut-être qu'il faut que ce soit facile à maintenir. Du coup, peut-être que c'est sur ces thèmes-là, qui est indépendant un peu en fait, de la temporalité. Donc ces thèmes-là, en fait, on les ignore, qu'on les explore. Ils sont tout le temps présents. Oui, c'est juste en fonction du moment du projet, ils sont plus ou moins présents. Et même en fait, le thème de constructibilité, c'est quelque chose, je pense, je sais pas, on peut explorer en maquette. Est-ce que c'est constructible? Comment on peut phaser en fait la construction? C'est des choses qu'on peut explorer en maquette. Alors, au moins, ça aura la vertu de nous montrer que le découpage temporel n'est pas forcément justement l'axe qu'il faut peut-être justement commencer à s'en extraire. Et surtout, en fait, j'imagine en fait, par exemple, on peut intervenir en fait, des experts en construction dans des cellules, dans des thématiques constructibilité, pour dire quelle est la manière la plus efficace, le plus rapide de construire, parce que j'ai un créneau de 2 semaines au lieu de 2 ans. Quels sont les moyens, les technologies en fait, à employer? Je pense que c'est intéressant comme contre-proposition. En fait, tu as divisé la phase de conception en fonctionnalité, constructibilité. Ça serait des grands thèmes. Oui, en fait, c'est des Il faut peut-être refaire la manière en écrivant des thèmes plus par rapport aux grandes problématiques qu'on a dans la conception. Mais après, du coup, on ne peut pas le placer par rapport aux axes. Par le temps. C'est pas grave. Oui, parce que c'est les mêmes. On enlève les axes et... Il faut s'adapter au changement. On s'aperçoit que. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. On a cassé nos réflexes qui étaient sur le temps. Ouais, mais le temps est quand même toujours présent parce qu'en fait, si tu fonctionnes par sprint, et par sprint, tu es obligé de. Après, ça va être la hiérarchisation de se dire est-ce qu'on met la constructibilité avant. Et peut-être ça vaut le coup peut-être de refaire une phase de réflexion sur donc, ces grandes thématiques quand on construit, à quoi on s'intéresse, c'est ça? Est-ce qu'on est d'accord sur sa définition? Est-ce que le schéma historique, en fait, à quel moment la notion de temps? Ouais, voilà, ça peut être ça. Et après, en fonction du temps, voilà, ça peut être. Le phasage, ce qui nous aide, nous, c'est de gérer la complexité, en fait, parce que c'est un entonnoir. Ouais. Donc, comme on a énormément d'entrées intégrées dans un projet, ces phases-là, c'est notre outil de travail parce que ça nous aide à justement avoir de l'agilité au départ. Justement, l'entonnoir, c'était les méthodes informatiques avant, donc les méthodes en cascade, qui justement l'agilité a cassé cette approche-là. C'est vrai que c'est parce que le marché informatique bouge vite et les gens, les besoins évoluent, etc. Bon, sur un bâtiment, si on te demande un gymnase, à la fin on veut quand même un gymnase. Tu vois, il y a peu de chances qu'entre-temps ça soit changé. Après, si on pense à la réversibilité, de plus en plus avec les logements, et enfin, par exemple, un bâtiment qui peut à la fois accueillir des logements ou des bureaux, et ça, tu as des normes techniques à respecter. Et ça, faut le prendre en compte dès la conception. C'est vrai que nous, on travaille sur un concept de bâtiment réversible en logement bureau. Et je me demande si pendant la conception, il n'y a pas une partie du bâtiment, justement, le client continuait ses études de marché. Il s'est aperçu que non, il fallait moins de bureaux, et donc il y a une partie du bâtiment en conception qui a basculé. Bon, ça tombait bien, il était fait pour ça. Mais en effet, du coup, ça enlève peut-être à terme, en effet, c'était quand même logement bureau, on n'a pas changé du tout au tout, mais de plus en plus, en tout cas, le changement s'insinue un peu partout. Quoi. Il y avait déjà beaucoup. Des validations, des plans de validation qui sont du coup non réversibles. À un moment donné, le critère décidé, à un moment donné, le client fait son choix pour faire du bureau, mais enfin, tu ne laisses pas changer 4 fois d'avis. Ça peut arriver, mais. Sauf si ça a été conçu pour. Oui, mais c'est pas le but recherché en général, on essaie plutôt d'avancer plutôt que de faire du rétro-pédalage, même si malheureusement parfois ça
ça arrive tout le temps. Donc c'est bien de l'anticiper, mais c'est ça, je pense que c'est un cas. Vous en avez beaucoup des cas comme ça? Parce que ça, je pense Non, que c'est un bon cas d'application. C'est un cas, mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de bâtiments réversibles, de reconfiguration. C'est un. Le bâtiment réversible, si on te demande au début qu'il soit réversible et que tu livres à la fin réversible, en fait, il n'y a pas eu de changement pendant le projet. Ouais. Je parlais vraiment du cas où on te dit, je sais pas moi, 30% bureau, 70%. Ça, c'est tout le temps. Oui. Du début à la fin. Ok, alors ça, c'est. Mais en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que le vrai sujet pourquoi les projets, la plupart du temps, les coûts par exemple explosent. Parce que du jour au lendemain, effectivement, on arrive en phase pro, on a fait bosser des centaines d'heures, multiples de maîtrise d'œuvre, et puis le mec il trouve un preneur. C'est un gars qui va vraiment lui acheter un bâtiment et il me dit en fait moi ton projet je l'aime bien, mais en général c'est pas le cas. Des bureaux par exemple, mais en fait c'est pas 3 plateaux de bureaux, c'est j'en veux 6, et puis je veux pas un restaurant en bas, je le veux au 7e étage, que c'est pas et ça change toute la conception technique derrière, on a changé l'architecture du projet. Et du coup, c'est là qu'il faut reprendre les études, ça change le coût du bâtiment. Et c'est ça en fait qui est compliqué dans la façon justement très chronologique de faire. En fait, à chaque fois, c'est les vraies discussions, c'est les discussions où il fallait redemander de l'argent aux clients pour refaire une conception. Et c'est peut-être là justement la méthode agile. Elle a un peu de, elle a un intérêt. C'est une approche justement où quel que soit le moment, on est capable justement de peut-être de switcher les paramètres. Ça, il y a des, je sais pas, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais il y a des gens qui font ça dans le manufacturing maintenant. Ils essayent de spécialiser le produit le plus tard possible. Parce que le marché peut évoluer, ils ne savent pas si ça va partir sur un pays avec, j'en sais rien, une étiquette en espagnol ou une étiquette en anglais ou quoi. Et donc, ils structurent le processus de production pour que les décisions de spécialisation arrivent le plus tard possible dans le processus de fabrication. C'est un peu dans le bâtiment, je pense que les décisions de spécialisation, elles sont beaucoup plus impactantes. Ouais. Parce qu'on a par exemple, ne serait-ce que les autorisations, il suffit de faire un changement au niveau de la façade, justement, typiquement, et voilà, il faut changer tout le permis de construire et aller chercher les bureaux d'études qui vont faire aussi la modification du projet. Donc je pense que c'est bien d'accompagner le changement jusqu'au bout, mais à un moment donné, il faut l'arrêter. On peut pas. À un moment donné, il y a des choses qui doivent se figer très tôt pour qu'on puisse avancer sur le projet. Peut-être pour avancer sur la base, ça serait peut-être bien de zéro. On commence un peu en se disant c'est quoi peut-être les 5 problématiques qui nous paraissent importantes dans tout le cycle du développement. Peut-être après, on verra le résultat. Ça va permettre peut-être de hiérarchiser aussi en disant quelle est la problématique qu'on peut changer jusqu'au dernier moment, et voir aussi quels sont les grands groupes de problématiques. Peut-être que ce soit un atelier quand même. On le fait par rapport au gymnase ou on le fait par rapport à un projet? Le gymnase c'est pour donner une évocation, voilà, mais après on peut généraliser aussi. C'est pas obligé de spécifier totalement, mais l'idée c'est donc les 5 grandes problématiques, c'est un peu ce que les 5 grandes problématiques de la conception. Si je peux te permettre une suggestion, pourquoi pas choisir cet exemple-là de projet où vous avez des changements de demande en cours de projet? Parce que je pense que c'est un cas peut-être plus porteur. Mais il peut avoir une. Sur un cas similaire. Oui, c'est un bâtiment de logement, c'est combien de mètres carrés? C'est un peu classique quoi. Non mais tu fixes les paramètres. On peut réfléchir à un immeuble dans Paris. Ouais, c'est ça. L'immeuble neuf de promoteur. Voilà, l'immeuble neuf de promoteur, c'est ça, voilà. C'est souvent cette logique d'avoir un promoteur qui est différent du preneur, de celui qui achète le bâtiment au final, en fait, c'est ça? Oui. Ouais. Alors après, ça dépend du mode de commercialisation, mais soit il va vendre tout le bâtiment à son preneur. Ouais. Parce qu'il va prendre plusieurs personnes, il va faire des petits lots. Et c'est souvent dans les bureaux où il y a cette... non? J'ai vécu en bureau principalement, parce que le logement, c'est d'autres contraintes, du coup, les preneurs, c'est les clients, donc là, on sait comment il va se répartir. Mais ça peut, par exemple, un immeuble de logement, on peut avoir quelqu'un qui le construit, et puis un bailleur qui vient acheter tous les logements, et qui après, lui, les recommercialise. Ouais. C'est encore un autre. Mais peut-être on peut prendre un exemple de bureau, non? Bureau, logement. Vous voulez un exemple plus spécifique? Non, pas mal. Ok. En tout cas, chacun se donner 5 post-it avec les 5 thématiques qui nous paraissent importantes de suivre tout au long d'un projet, et puis on verra un peu comment ça se regroupe après. Ok.
Ça marche. Deuxième phase. Est-ce qu'on change de couleur de vos sites? Ouais, ça peut être pas mal, je pense. Mais après, dans ce cas-là, il faut vous en donner d'autres. On change de couleur Non, je pense que ça va. Enfin, je sais pas. Il y a plus de vos sites. Ouais, on va. L'idée, c'est de mettre les 5 grandes problématiques quand on fait un projet, les 5 grandes thématiques auxquelles il faut réfléchir. On avait évoqué la constructibilité. C'est les grands thèmes où on dit tiens, C'est-à-dire qu'on abandonne un peu le découpage temporel et on découpe plutôt les. Ouais, ça fait essayer d'en sortir et c'est aussi intéressant de faire un élément en valeur pour le réflexe qu'on a même sur la oui, non, mais les choses deviennent de plus en plus flexibles, mais effectivement, c'est marrant. C'est de plus en plus loin, les modifications. On fait en rose alors ou en couleur? Oui. Je vais donner des roses. Un rose. Ah, je passe en rose. En rose. Ouais, ça m'explose. Ça m'a plus de on dit par les tests. Ouais, tu définis tes tests, tu dis mon coup, on va être là. Intervenant, c'est en train de voir si tu débloques par rapport au. Je pense que c'est craqué, on reste dedans. Non, dans le. Ah oui, quand même. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'étais une première version qui s'est interrompue du coup. Ah, moi je pense que c'est global. Hein, toujours global, c'est ça. Voilà, je pense qu'il faut quelqu'un en mettre un premier, après ceux qui mettent, après essayer de regrouper par rapport à ce qu'ils voient et que ça se décante progressivement peut-être. N'importe où. Ouais. C'est thématique. Ouais. Pas de temps. Ouais, c'est pas par rapport au temps. C'est l'étude de n'importe où. C'est de les rapprocher. Parfait. Ouais. Vous remarquez qu'il y a des petits
ensemble, j'essaie de les regrouper comme ça. Non, là on va le faire sans priorité pour le moment. J'ai vraiment aucune idée. C'était la curiosité alors de venir, c'est pour avoir justement ça. Ouais, c'était un sujet intéressant. Ah merde, avec un OVC en fait pour qu'il soit serré. Ouais, mais avec le OVC. Je suis un peu... Est-ce que délai et constructabilité sont liés? Non. Oui. Ah, il y en a ici. C'est bon, à un moment, Respect du temps de charge de temps. Il faut qu'on réduise à combien? Comment? Il faut qu'on réduise à combien? Ben, on voit déjà là où il y a le plus de... Donc on a les délais, on a les fonctionnalités du bâtiment, la constructibilité, performance environnementale, adaptabilité, réversibilité. Donc là c'est... Qualité esthétique, design... Beauté, programme. Ok. Et coût du projet. Donc on va essayer de regrouper ça, on va en prendre un ticket par groupe. Donc là, on garde idée, concept. Idée, concept. L'idée concept, c'est sorti pour tout le monde ou... Pour les architectes, ça paraît plus évident, même que pour...
d'autres profils. D'accord, c'est bien, ça fait consensus quand même. Ça, c'est encore hiérarchisation des infos. Juste pour préciser. En fait, moi, il y aura plus un pôle que je mettrais dans la méthode. Il y a communication, collaboration, hiérarchisation des infos. C'est peut-être plus la manière dont on travaille que les thèmes. D'accord. C'est avec ceux qui sont en bas. Collaboration aussi. On a 3 pour l'environnement. C'est techniquement si le projet peut être construit ou pas. Ça? Oui, il y a des paquets moyens. Je suis sûr que ça m'intéresse. Oui. Tu vas passer combien avec le public? C'est le. Cous, du coup, Cous, c'est. De toute façon, constructibilité, délai, si tu touches un, tu as d'autres qui bougent. Tu peux faire un truc avec un portefeuille de fou, tu vas augmenter tes coûts. Je suppose que oui, mais c'est dans la constructibilité. Ça, c'est le demande des utilisateurs. Ce qui est bien, c'est que moi dans un premier temps, j'avais pensé aux épiques comme des parties d'un bâtiment, mais en fait, l'avantage de ça, c'est que moi, ça s'adapte à tout type de bâtiment. Ouais. C'est plus des thèmes de travail. Oui, c'est pas alors, le parking. Ouais, voilà, oui. Donc, pour pour les peu différents thèmes qu'on a pu rechercher, c'est-à-dire qu'en développement, on a un peu cette logique d'avoir des bouts de programme qui font quelque chose, genre le formulaire de contact, après on va faire la page home, des trucs comme ça. Et on pourrait transposer à dire, on va faire le home, on va faire. Mais je suis pas sûr. Enfin, ça peut exister, hein, mais. Ouais, si, ça peut exister aussi, hein, mais c'est vrai que du coup, on savait peut-être plus si on était sur le gymnase ou sur du logement, etc. C'est rester en plus général. Ouais. C'est vrai que sur des exemples précis, ça marche forcément. Hein. Donc parmi les thématiques qu'on a réussi à voir, donc on a la fonctionnalité, les conforts des usagers, les délais, la constructibilité du projet, performance environnementale, réversibilité, idée, concept et coût. Et collaboration entre les équipes et communication. On a d'autres tickets. Je sais pas, la qualité, même façon, ça va quelque part. Le juridique, parce que le juridique, ça a à voir avec la collaboration. C'est la régulation de la collaboration. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être impliquer le juridique en amont du projet. Avec le BIM, par exemple, il commence à y avoir quelques sujets en disant est-ce qu'il y a un sujet c'est le contexte dans les méthodes, intégration digitale, tout ça c'est les méthodes en fait. Ça c'est peut-être plus la fin. Qualité peut-être avec consultabilité, durabilité. Ouais. Constructibilité, durabilité et après il y a des sujets qui ont à voir avec le bâtiment lui-même, l'idée concept, la réversibilité, la performance environnementale, tout ça c'est la fonctionnalité. Par contre, coup de délai, je le prends ensemble. Il y a coup de délai, consultabilité, tu pourrais mettre dans un pôle et tu mets effectivement. Et la qualité, je crois que ça avait été mis dans des concepts aussi. Mais ça va si on retrouve. Ah, qualité, oui, après, Donc là, par exemple, si on parle de délai, qu'est-ce qui vous vient en premier en termes d'idées concernant le projet? Qu'est-ce qui fait que les délais ne sont peut-être pas respectés dans le monde de la construction? Est-ce que c'est respecté ou pas? Non. Si on a été respecté. Donc, quelles sont les raisons qui font que les délais ne sont jamais respectés dans le bâtiment? Les aléas du projet, c'est sûr.
Bonne question. Le fait que ce projet n'est pas bien cerné en phase de conception, c'est-à-dire qu'on ne définit pas des choses bien précises en phase de conception, donc on a amené à les changer régulièrement en phase d'exécution. C'est ce qui fait que les délais s'allongent à chaque fois. D'autres idées? Changement de programme. Est-ce qu'on a remarqué Est-ce qu'on maintenant on fait l'étage en dessous? Tu veux aller vers cet étage? Ouais. Donc là, l'idéal, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple, c'est prendre. Donc là, on pourrait regrouper peut-être tout ça dans le bâtiment, donc et mettre des sortes de user stories. Et sur les délais, on essaie de mettre un peu quelles sont les idées que vous venez de dire, par exemple le changement de programme, la conception qui n'a pas été assez détaillée, donc on se retrouve un peu dans les aléas du projet. Peut-être, je ne sais pas, les conditions climatiques, est-ce que ça peut bloquer le... Non, c'est censé... Si, ça peut, il y a des sur le chantier, je pense que c'est pas le plus gros... Un qui me vient en tête, c'est le fait que en fait, les corps de métier, notamment maîtrise d'œuvre, l'ingénieur et l'architecte, en fait, se parlent trop tard. Et du coup, par exemple, l'architecte, il va construire un truc très détaillé parce qu'il a peur que l'ingénieur lui change les choses, il veut caler son truc, et en fait l'ingénieur il dit ah bah non, finalement c'était pas la peine, il y avait plus simple que ça. Et il y a le cas aussi avec le constructeur, enfin à chaque étape en fait, vu qu'ils se parlent pas, ils sont un peu peur de ce qu'ils vont produire, des fois ils font du travail supplémentaire qui est pas utile en fait. D'accord. La communication, pas le manque de communication. Ou ils font des choses qui sont pas, qui sont à côté de la plaque, qu'il faudrait recadrer en amont. Quoi, en fait. Donc ce qu'on fait, on va essayer de faire d'autres tickets donc, pour chaque catégorie qu'on a ici, pour chaque thématique. On essaie de faire d'autres tickets qui vont recenser un peu l'ensemble des idées que vous avez, et par la suite on va essayer de les prioriser pour voir qu'est-ce qui est en fait prioritaire par rapport au délai, par rapport au coût, par rapport au bâtiment et par rapport à, c'était quoi la dernière thématique, la collaboration entre les équipes. Et on pourrait définir par la suite ce qu'on pourrait appeler une sorte de MVP dans le monde du bâtiment. C'est-à-dire en fait, on se dit que si on a ce minimum requis, ça nous permettra en fait d'avoir un projet beaucoup plus réalisable, constructible, qui respecte les délais, où la collaboration entre les équipes se fait de manière fluide et naturelle. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt lister les prérequis pour chaque sujet, les prérequis à mettre en place au début sur la vie du projet peut-être. Et après, l'idée c'est d'aller vers un travail de priorisation. Ouais. Ça c'est un aspect important qu'il y a dans l'approche agile, de travailler sur qu'est-ce qui apporte le plus de valeur. Peut-être essayer de voir, on verra à la suite de ça, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent ou pas. Oui, plutôt que mettre les problèmes, mais plutôt les solutions directement. Solutions ou les sujets, quand on parle de collaboration, c'est quoi les sujets? Donc, je sais pas, la convention de l'IM, le contrat, tous les sujets qu'il y a à traiter, et après de voir et peut-être de travailler sur la priorisation plutôt que le regroupement, là c'est ça, cet étage-là. Oui, c'est quand même trois. Effectivement, là, on parlait plutôt des problèmes. Après, là, tu as évoqué les solutions, et les sujets, c'est encore un troisième truc, il faut peut-être choisir, non? Parce que déjà, il y a 7 thèmes, donc. C'est quoi? Si on veut prioriser, c'est plutôt des sujets. C'est les sujets, oui. Ouais. On y pense en pensant au problème. Donc dans les sujets, il y a des problèmes et des solutions, quoi. Ouais. Ça regroupe un peu. D'accord. Donc il y a 3 grandes familles, quoi. C'est les coûts délais, tout ce qui est le bâtiment lui-même. Par exemple, pour les délais, le fait que les corps d'État ne se communiquent pas entre eux, c'est un sujet. Non, la communication entre corps d'État, c'est un sujet. Le fait qu'ils ne communiquent pas, c'est un problème. Et la solution, c'est qu'ils communiquent, quoi. Par exemple. Par exemple. Non, justement, ça peut être... Non, juste pour illustrer les trucs. Ouais. Le truc qui me dérange un peu, quand même, c'est le bâtiment. Au centre, c'est un peu large, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas deux aspects comme la constructibilité et idée, concept? Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui est plus de l'ordre justement de l'arrangement d'espace et de tout ce qui touche aux matériaux, et à l'autre côté, quelque part, qui est justement de faire 8 étages, pas 12, est-ce qu'on va construire à cet endroit-là, pas cet endroit-là? L'aspect réglementaire d'un côté, l'aspect... Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est pour vous que c'est un tout cohérent? On peut y aller. Je pense que ça communique un peu parce que l'idée, le concept, elle a forcément un impact sur la constructibilité. Parfois, on imagine quelque chose, mais si on ne peut pas le mettre en place,
Mais les deux sont pas des thématiques identifiées sur lesquelles justement tu joues un peu. Oui, non, c'est voilà, des en variables en permanence. fait de la même Ah ouais, ouais d'accord. Ouais, non, je suis d'accord. En termes d'acteurs, c'est deux types d'acteurs différents. En phase conception, c'est des concepteurs, et en phase construction, c'est des constructeurs. C'est pas profondément le même. Non, non, je dis Donc, vous voulez qu'on... Si, après, c'est Oh, une. ça va On va peut-être après. faire. Ça va peut-être se séparer après, on verra ce que ça donne. Par rapport à Donc on se donne 5 minutes pour fournir des propositions. Avec d'autres couleurs alors On fait coût et délai ensemble ou coût et délai séparés? On prend la catégorie coût et délai. Donc, D'accord. on les met ensemble. Il y a coût et délai. Bâtiment, c'est tout un seul groupe en fait, c'est ça? Et ça, c'est collaboration. C'est la méthode en fait. La méthode, d'accord. En fait, c'est faire du projet, les méthodes du projet et puis la méthode. D'accord. Coût, délai, le programme par exemple, c'est l'objet ça? physique. Ouais, le programme, je mélange l'objet physique, l'objet matériel autour, et puis la manière dont on travaille. Autant qu'on veut. Ouais. C'est open bar. Préférence sur les plus importants. Ouais. Comment on va? Ouais. D'accord. Ah, merci. Ouais. Tu regardes le film après. Non, je vais le partager. Oui, mais après, on sera disponible par la suite. Ouais, voilà. Ouais. Comme ça, tu pourras regarder la fin. Ce qui se passe par la suite. Ça marche. Ici, tu peux échanger de manière même plus longtemps. On peut faire. Parce que je vois à quoi ça réponse, la direction en fait exactement de c'est là. On va justement voir à quoi ça Ouais. tous ces Et aussi, on voit pas très bien donc. C'est bien aussi. Ok. Ouais.
Alors, on peut afficher. Hein, ouais. On commence. Alors là, l'idée, c'est plus d'être dans un travail de priorisation, donc de mettre ce qui paraît plus important, enfin, de discuter aussi avec les autres qui mettent des post-it et d'essayer de négocier l'importance des post-it les uns par rapport aux autres dans la hauteur sous les colonnes. Éventuellement, on peut après faire un traitement par colonne. Si on a là, c'est une priorité immédiate. C'est priorité Esman. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est dans le ouais, là. J'ai vu c'était. Ah non, ça va plutôt dans la en fait, si elle est dans des lettres, dans les coups, c'est dans les coups. Aussi, non. Bah, je pense que je peux mettre dans les coups. Très rapidement. On a un métier. On a un métier. Ouais, on n'a pas de choix. Tu savais par contre en cordial collectif, hein. Non, c'est intéressant. En tant que cordial du conscience, c'est genre. Vous savez, si ça marche un projet, c'est déjà un petit peu café, que des cours, c'est deux. On a tous un rôle qui a défini les tableaux de répartition avec les honoraires qui se répartissent. Tu restes là-dedans, tu ne peux pas te planter parce que tu rentres en données, oui, on a rien à dire. Moi, les réseaux sociaux, là, j'ai quand même qu'il doit les concevoir. Tu fais que le travail spécifique.
Oui, d'accord, on sait que c'est pas toi, mais bon, Ouais. c'est pas toi, personne ne va le faire, donc fais-le. Oui, c'est-à-dire être un peu, pas forcément très rigide sur le contrat, mais faire des adaptations pour que ça marche en fait, à certains moments. C'est être capable en fait de faire des concessions sur un sujet pour qu'on mette derrière. Parce qu'en fait, il faut jamais oublier, tu vas faire quelque chose pour un autre, tu vas le faire une fois, la deuxième fois, c'est normal. Ouais, mais La j'ai mis des problèmes. deuxième fois, c'est l'autre qui passe pour toi une partie, et donc c'est important d'avoir cet équilibre. Oui, d'avoir un échange de bons procédés. Quoi, en Quand fait. on rentre effectivement sur un fonctionnement d'un projet où à chaque fois, Ah oui, en termes de sur tous les sujets, oui, c'est que ça les va se passer. priorités. Même si l'équipe est bonne, même si les compétences sont là. En fait, il y a des dons qui te passent. Tu as ton travail prescrit qui est là, et si tu fais que le travail prescrit, il n'y a rien qui tourne. Il y a des dons contre dons qui se font. Et vous pensez entre par exemple ingénieur architecte ou à l'intérieur d'une agence d'archi ou Non, je réfléchis par rapport à ce qu'il disait. En fait, c'est ça, c'est général. Moi, je C'est pense à l'intérieur d'une agence, c'est entre les archis et aussi les consultants techniques, c'est entre son client et puis ça c'est un peu lourd, je pense. Oui. Je veux pas. Mais parfois, ça peut être une solution. Dans quoi? Les délais, du coup. Ouais. C'est là où il y a énormément de travail. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais. Souvent, tu te retrouves à travailler sur des projets où tu es plus rentable, mais tu dois quand même terminer. C'est vraiment décourageant. Enfin, En fait, c'est les deux grandes thématiques qui font qu'un projet va réussir ou pas, va s'allonger ou pas. Au final, au-delà de la constructivité, parfois on voit que des choses sont construites, elles ne sont pas forcément bien construites parce qu'on a des malfaçons qui apparaissent plus tard, mais les délais et les prix, c'est inhérent, je pense, au projet. parce que si par exemple tu n'avais pas mis les moyens pour faire un truc un peu ambitieux, bah, du coup les entreprises elles se sont fait entre guillemets un peu avoir, mais elles vont bâcler, elles sont obligées un peu. Et après c'est l'expertise qui rentre en jeu. C'est un des tickets à coller. Il y a un consensus sur la hiérarchisation? Il y a des rebondissements quand même déjà. Qu'est-ce que j'ai mis moi sur les outils? Il y a beaucoup de choses, c'est quand même des... Déjà, s'il y a des redondances, on peut éliminer les redondances. On commence par un thème. Par des les délais. délais. Ouais, déjà, il y a des redondances peut-être. Programme mal défini. C'est prioritaire, ça? C'est-à-dire qu'il faut mieux définir le programme. Ouais, ça va avec les données d'entrée. Non, mais c'est pas très bien. Ah, donc les priorités, c'est en haut? Plus c'est prioritaire. Non, parce donc, que c'est on a fait dans le bon, oui, c'est la réglementation, c'est les conformités aux normes. C'est prestigieux. La réglementation, c'est dans les coûts délais. Pour moi, c'est dans le bâtiment. La communication et la collaboration.
C'est pour ça qu'il y a en fait des bouillons, je suppose. Ouais, en fait, tout est lié. Et si tu as la même catégorie, c'est là que ça va. Alors, je pense qu'on peut commencer par la collaboration. C'est plus simple, là, sur tous les sujets qui sont compréhension mutuelle, feedback, la collaboration. La plateforme, est-ce que c'est plus important de commencer par la plateforme d'échange? Moi j'ai des conventions BIM par exemple. Il n'y a pas la partie, il n'y a personne à noter les contrats par exemple. Le contrat c'est le plus important? Bah, moi je pense que voilà, là, ce qu'on est à droite, je mettrais toujours honoraire en bas, contrat au-dessus, en tant que coordinateur. Non, moi je l'ai mis dans la priorité du bas en haut. Et du coup, je mettrais honoraire, c'est la première base. Après, ton contrat définit ce que tu fais. Et à un moment donné, si tu veux que les projets se passent bien, il va falloir que tu dépasses un peu ce qu'est ton contrat. Et c'est déjà plus longtemps que cordial et le bon sens, parce qu'on est tous amenés à faire une chose qu'on ne devrait pas faire. On peut décider de ne pas le faire parce que dans le contrat on ne doit pas, et en même temps, si on ne le fait pas, on sait que la fois d'après, sur un autre sujet, on va se faire ramasser par la personne en face. C'est un peu la base quand même chaud de. Partager des valeurs, c'est peut-être un moment de se dire à ces gens avec qui je bosse. Est-ce que c'est pas prioritaire en premier? Il ne faut pas déjà partager des valeurs? Si, moi, la priorité, elle est dans le. Ouais, j'ai inversé. Pour moi, les honoraires, je les mets tout en bas. Mais c'est plus logique de mettre la priorité vers le haut, c'est quand même le standard, non? On ne veut pas inverser le. Dans Trio, c'est comme ça. Parce que le point est assez à l'anglaise. Ah oui, plus c'est important, plus c'est lourd, donc ça descend. C'est ça. Non, je pense que non. Après, il y a les méthodes d'échange, t'as un peu plus plateforme d'échange. Je pense qu'il faut définir une plateforme d'échange avant de commencer à échanger. Interopérabilité, ça va avec. La collaboration, elle est après. La collaboration et l'interopérabilité, par exemple, c'est une fois qu'on peut interopérabiliser sur quelque chose. La convention BIM, par exemple, c'est Les méthodes les contrats, quoi. Mais une fois qu'on a le contrat, on peut avoir la méthode. Les outils. Les questions bien compétences. Ça, on ne sait pas avant. Les compétences, on peut voir les compétences, c'est bien, on ne peut pas collaborer, ça marche. Ouais, parce qu'il y a. Dans le développement, des fois, il y a des cas où il y a des gens qui sont très compétents, mais qui sont travaillés en solo. Et du coup, peut-être ils sont bons sur leur domaine, mais la jonction avec les autres, c'est compliqué. Et tu fais du monde de l'informatique? Quoi? Tu fais aussi du monde de l'informatique? Ah oui, ça je connais bien. Évidemment, je crois que pour chacun, c'est plus important de communiquer, mais c'est intéressant, mais en fait, c'est pas des points qu'on ne peut pas utiliser sur ces complémentaire. Et en fait, c'est fini par fluidité des sens. Très cohérent entre deux équipes. Il y avait des mecs extrêmement pointus dans le sujet, ils étaient tous les trois la même chose. Peut-être que les valeurs, sont trop comme ça. Et au final, il est très technique, mais il est pas accessible. Les autres, ils étaient cohérents. C'était communication assez bonne. C'était sur quel domaine, en fait? C'était quoi les fermes il y a 4 ans? Il y a quand même un moment un étage contractuel et un moment où on posait des choses. Ah, je savais pas qu'il mais pour créer un produit basé sur du amour, enfin. Tu avais 24 heures pour mettre le milieu qui se base sur des relations. Ça pourrait être soit quelque chose qui utilise la zone, soit quelque chose qui analyse ce que fait la zone, soit. Et après, les projets se continuent après s'ils veulent ou après c'est des one-shots c'est des communautés, donc du coup, si tu as envie de continuer, tu peux continuer. Mais il est publié en open source maintenant? Il y en a qui l'ont publié en open source, il y en a qui ont un petit projet plus parti, il y en a qui ont solidaire et une partie ils ont fait pour publier sur leur propre paquet. Conformité, réglementation, donc c'est le challenge d'une grosse communauté pendant c'est prioritaire. La réglementation, c'est pas un projet. Ça, c'est bon. Tu as différents sentiments entre l'école,
Délai de validation de possible. la chaîne de production. Bah ça c'est pas dans la méthode. Ouais. Enfin, ça dépend ce qu'on veut dire par chaîne de production. Qui a mis chaîne de production. Bon, ça c'est plutôt la faute sur l'entreprise en fait, qui ne maîtrise pas plus les chaînes de production. Ouais, c'est là c'est qu'on que ça des délais d'erreur. Compétences, Oui, il y avait compétences quelque part. Ouais, c'était. Non, compétences, il y a eu là. Donc, on a mal de compétences. Ensemble, budget flexibilité, standard versus sur mesure, délai global, tendance du marché. Est-ce que la tendance du marché peut influencer sur les délais et les coûts? C'est prioritaire. On a des projets qui passent de structure bois à structure métal, parce que ça fait 3 mois que tout le monde a du béton, du bois, et du coup, le coût c'est du coup, on passe à autre chose. Peut-être que le temps que le projet se fasse, on arrive à la construction, et entre temps, c'est plus vrai. Et du coup, l'entreprise qui a pris le marché en bois, elle dit, mais moi, j'ai pas signé à ce prix-là. Enfin, c'est un vrai sujet. Hein, aujourd'hui, par exemple, vous voulez faire une galerie, un tunnel, bah, c'est très compliqué parce que les tunneliers ils sont tous occupés. Il y a 5 ans, faire un tunnel ça coûtait rien parce que les tunneliers il y en avait partout. À cause du Grand Paris, c'est ça ou... C'est des îles, mais ça influe vraiment les projets quand même, genre de choses. Donc on priorise on voit des tendance du marché. Budget flexibilité. Budget flexibilisé, là, c'est de dire peut-être qu'il faut avoir un budget qui peut s'adapter. Ça peut être important assez vite savoir quelle est la flexibilité du budget. Ça va plus dans le contrat. Standard versus sur mesure. Ah, mais ça peut être aussi ça, c'est ce que je veux dire par là, c'est avoir en fait, ce qui va souvent exposer les coûts à un projet des clients, c'est la part de partie du projet qui sont spécifiquement décidées pour le projet. C'est bien, c'est ce qui fait savoir la beauté du projet. Il faut faire le projet, c'est pas pour rajouter ça. Et ça paraît c'est des petits les projets se jouent souvent sur des petits détails. Le prix du projet se joue sur des petits détails et c'est du coup sur quel petit détail Ça va avec le chiffrage, c'est plus On pourrait le mettre avec mauvais chiffrage, non? Non, dépend ce qu'il va y avoir mauvais chiffrage. C'est le parti prix du projet en lui-même, parce que si on décide de prendre par exemple un projet uniquement avec de la récup, oui, voilà, c'est peut-être plus standard ici. C'est peut-être plus d'ailleurs dans le bâtiment. Finalement, c'est les choix des designs qu'on va faire qui vont influencer normalement et la perception qu'on va avoir du bâtiment et d'ailleurs en fait les coûts. Ouais. C'est un impact sur surtout. C'est vrai. C'est de choisir là où est la complexité, en fait, là où on met la complexité, l'argent. Parce que si tu dilues tout partout, en fait, t'as pas de caractère vraiment bâtiment. Si tu mets tout dedans, c'est plus dur. C'est vachement lié aussi à la fonction du bâtiment. Une fois, le mec qui fait des photos de bureau non mais j'adore, hein. S'il me fait vivre, mais bon, à partir de là, souvent, lui, on va avoir du mal à lui faire aller les portes un peu complexes. Pour les délais pas réalistes, on pourrait mettre ça dans quel niveau de priorisation? Est-ce que c'est prioritaire? Non, je pense que ça fait partie de la méthodologie aussi qu'on définit avec le client au départ. C'est contractuel. Oui. Parce qu'on dit voilà, dans 2 semaines, je vous livre des livrables. On la met là. Ici. Renégociation du contrat, donc ça je crois que ça part aussi côté contrat. Anticipation des modifications. Ça par rapport à d'autres. Est-ce que par rapport au programme, est-ce que tu anticipes les modifications même avant de. C'est pas vraiment un programme, mais je pense à un projet qu'on a à l'agence où ils se sont acharnés à faire des détails de la mort couture. Sauf que il y a une grosse modif.
Je leur avais dit, bah, vous savez, tant que c'est pas validé, on va peut-être pas s'acharner à faire tout ce travail-là. Peut-être là, en collaboration. Ouais, c'est plutôt dans cet aspect-là que Dans quel aspect? Plutôt dans la méthode de la collaboration. Comment on gère Gérer l'effort ou même la définition en fonction du degré de certitude, si ça va rester. Et les livrables par rapport au client. Parce que ce qui met l'énergie à quel moment, qu'est-ce que tu signes, à quel point, tu fais des détails de la phase d'esquisse. Si ça change pas, c'est bien, ils seront faits, mais ça change toujours. L'entrepreneur arrive trop tard. Est-ce que ça a un impact sur les délais et le coût? Oui. Sur les modifications. C'est un peu ce qu'on. C'est avant tout la problématique de collaboration. Ah, mais là, c'est même pas connu en fait, c'est ça, parce qu'il achète en cours de construction en fait. Oui, c'est ça. Donc on pourrait pas le faire intervenir plus tôt. Quoi, parce que... Non, par contre, on pourrait avoir un cadre de projet, je pense, cette fameuse loi qui permettrait de pouvoir c'est un peu intégrer la méthode agile aussi dans la construction, en intégrant cette dimension d'adaptabilité, de facilité. En fait, c'est vraiment aller plus loin dans cette méthode agile, je pense, qu'en fait, de garder de l'agilité même dans les phases de construction. On n'est pas dans les dernières phases, mais effectivement, quand on cherche un preneur, on n'a pas fait les derniers détails. Donc il faut en fait se dire exactement dans cette démarche pour justement rentrer dans la mesure du possible dans ces coûts. Et sauf qu'en fait, si on n'est pas agile, c'est là où la méthode agile, je pense, est aussi hyper intéressante, pas uniquement en conception, mais aussi pour renforcer la flexibilité des bâtiments. C'est vrai qu'elle était connue en construction pour l'optimisation des flux de construction avec le Lean, je ne sais pas si tu connais un peu, mais pas, moins cet aspect-là de dire on peut modifier les parts entières du projet même en construction. Quoi. En fait, c'est ça. Effectivement, on pense beaucoup à réduire l'impact environnemental sur toute la vie du bâtiment, mais l'intégrer aussi par rapport à cette gestion des coûts. C'est hyper intéressant. Ça sera jamais tout ça. Là, en exécution, ce que tu dis, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est que comme l'entrepreneur ne connaît pas on va être aussi le marché. Et le problème, c'est que l'entrepreneur, il est signé un moment, on n'a pas les données d'entrée. Quand tu arrives en fin d'exé, l'entreprise qui a signé pour un truc qui n'a rien à voir, dit bah non, tu nous as aligné quoi. Et du coup, tu passes ta vie à faire des travaux modifiés. Alors peut-être que ça vient du fait que la loi up, elle dit qu'il y a un dossier marché qui est fait avant et qu'on réalise tous les lots avant que même le projet fini. Et ça, c'est un référentiel quoi. Est-ce que cette loi là, c'est peut-être qu'on va venir avec on voit qu'il y a quand même un gros état de programme. Finalement, là, ça peut être assez intéressant d'aller dans le projet agile, il y a tout cet aspect d'aller chercher la valeur ajoutée pour le client et d'essayer justement de programme est mal défini, de trouver des méthodes pour aller tirer les verres du nez, ou alors lui montrer à chaque étape où on livre une itération du projet, mettre en avant vraiment ces aspects qui pourraient être intéressants pour lui, ça va le faire réagir et on va avoir du feedback et le programme justement on va nous-mêmes l'affiner au fur et à mesure parce que aussi on lui a donné des éléments qui peuvent l'intéresser. Il faudrait beaucoup plus peut-être impliquer pour ne pas tomber dans le problème de programme et qu'il faudrait peut-être impliquer beaucoup plus le client dès la partie conception. Après, ce qui est intéressant de voir que tout le monde l'a cité, c'est aussi de dire que ça va être une problématique sur laquelle on doit réfléchir peut-être dans les prochains ateliers. C'est comment on arrive à soit à avoir plus de programmes, ça va pas possible, mais est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent aussi de faire que le programme il au fur et à mesure, et en tout cas que le client, au final, programme ou pas programme, et que le résultat final il corresponde à ces logiques. Après, on va peut-être faire un bon sens. Et bon sens, on veut que de formation, et formation, c'est ce que je veux dire, c'est le moyen de. Ici, il y a un étage un peu valeur qui commence à se renforcer aussi. Digitalisation des outils, donc ça rentre dans outils. Vous pouvez lister la vente du variable. Parce que la formation, c'est avant. Et là, on va te donner des interactions. Ça peut être
seul temps, associé à la formation. Pertinence des études techniques. C'est quoi? Ouais, voilà. Promotion. Donc, production. Moyen de production. Donc ça, outils. Parcours de l'espace. Là, il y a on traite vraiment le projet. Quelques post-it sur. C'est l'ingénieur. Partage, transmission. Collaboration, performance, respect de la biodiversité. Il y a aussi un pôle environnemental qui connaissance des matériaux. S'informer en détail sur les usages prévus du bâtiment. S'informer sur les usages prévus. Le programme. Ouais, c'est. Là, après, on a un gros volet réglementaire, un volet environnemental, et finalement le volet projet qui est un peu réduit. Est-ce que ça peut valoir dire aussi? Le projet, on le met en dessus, en dessous de tout ce qui est chemin environnemental. Ouais, parce que bon, la réglementation, ça reste quand même un socle, on va dire, peut-être. Et après, entre ces deux-là, est-ce que c'est la matérialité, les espaces, les parcours ou les performances énergétiques? Le respect de la biodiversité, ça peut se discuter. Est-ce que... Mais je pense que dans les faits, ce projet, il reste prioritaire. Ouais. Parce que on voit bien qu'une fois de plus, l'environnement. J'ai toujours un peu la sensation quand même, quand on a des problématiques environnementales, on fait le projet, puis on fait alors comment faire remonter malheureusement. Mais justement, il faudrait l'intégrer. Là, est-ce que c'est dans les faits ou est-ce que c'est l'idéal? Environnemental first, quoi. Non, mais c'est plus vers quoi on peut aller, oui, c'est plus. Moi, l'environnement, je le mettrais avant, que ce soit intégré dès la phase conception. Peut-être même que c'est dedans. Voilà, c'est mais un peu comme en développement, tu avais le mobile first, c'est de partir du mobile et pas du desktop. Qui était une inversion pensée pour que ça soit adapté dès le début, mais là vous pourriez faire ça. Ça touche pas aussi à la partie environnementale. C'est de la réglementation. C'est thermique. Donc l'environnement est aussi impacté par la réglementation et la partie juridique. Non? Ensuite, il y a quand même une intention. La réglementation, je ne vais pas plus loin. Tu peux avoir des intentions qui vont au-delà de ça et ça a un impact sur l'archi. Tout le projet. C'est intéressant de voir un peu c'est plus finalement la statistique de voir qu'est-ce qui se regroupe et là où il y a plus d'éléments ensemble qui peut être intéressant. Donc ça, on prendra en photo, après on le diffusera dans des comptes rendus et ça peut être une base pour des futures réflexions sur justement, là on voit qu'il y a quand même l'aspect programmatique, donc c'est comment améliorer cette relation au programme. Là il y a un peu 3 pôles, réglementation, environnement, projet. Il y a peut-être comment ça, tout ça justement, il y a peut-être des cycles là-dedans. Les compétences, ça c'est peut-être un socle. Là-dessus, sur la collaboration, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce que ça vous. Est-ce qu'on a bien réglé comme ça? Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui étaient plutôt liés aux délais de bâtiments qui ont basculé. Sur la collaboration. Ils ont tout basculé là, comme si. En simplifiant le flux de collaboration à plein d'étapes du projet, ça résolvait aussi les autres sujets. Et les 4 priorités en collaboration, c'est quoi en fait? En gros, c'est. Là, il y avait la collaboration en tant que telle. Là, il y avait les outils, un peu les méthodes. Là, il y a la partie contractuelle, horaire. Et là, il y avait une partie aussi partage des valeurs. On a hiérarchisé comme ça en disant peut-être au début, quand on travaille avec des partenaires, au moment où on va vers eux parce que aussi on sait qu'on partage certaines valeurs ensemble. Et peut-être qu'il faut aller plus loin, les expliciter. Voilà, comme dans le manifeste agile où à un moment il y a un truc qui est écrit et les gens, à l'origine, c'est une dizaine de personnes qui ont signé en disant voilà, ça ce sont nos valeurs qu'on partage. Ça fait aussi le truc à la mode pour les grosses entreprises. Après, il y a une partie
contractuel, finalement qui n'est pas assez énorme, personne n'a trop mis de post-it dessus, donc c'est pas un souci. Partie outils, et puis après, là on voit il y a quand même des questions si ça revient comme ça. Je veux dire que, quand on a parlé de valeur, tout le monde a rigolé, mais finalement, la lumière naturelle, on l'a mis en priorité number one. Donc c'est aussi révélateur qu'on a envie de tendre vers ça. Et qu'en fait, on estime que ça peut être une solution. On l'a mis en priorité numéro 1. Donc ça a aussi la valeur. La valeur. Donc ça a aussi vraiment du sens. Et en fait, c'est peut-être un slogan, mais derrière, il y a peut-être des réalités sur le terrain qui sont vraies. Quand vous partagez les mêmes valeurs avec votre collègue, vous allez mieux travailler en équipe. Donc c'est pas négligé quand même. Mais c'est dans les manifestes agiles, tout ça, c'est ce qu'ils disent aussi. Ils disent qu'au-delà de la méthode, ce qui est important, c'est les valeurs. C'est se mettre d'accord aussi au début sur les priorités. Il y a un état d'esprit aussi. Exactement, ouais. Donc c'est un peu du soft skills qui n'est pas négligé. Ouais. Le plus c'est compliqué dans les marchés publics, c'est qu'on ne choisit pas forcément ses futurs collaborateurs. Ouais. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien que le marché public est là et ça évite plein de problèmes, mais les semble. Enfin, ça c'est marché. On peut aussi, avec la communication et la collaboration, définir ensemble quelles sont nos 4 valeurs qu'on partage. Et ça permettra de... Peut-être formaliser un peu les valeurs au lieu de... pour clarifier un peu. Les valeurs, c'est un peu fort. Mais les principes de travail, en fait, une collaboration. Ah bah oui, non, ça c'est... Pour ceux qui font du BIM, tout le monde sait que la convention BIM, on l'a personnalisée pour la fait ce qu'on avait dans le contrat. Donc en fait, ce qui est super important, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est de bien s'entendre avec le coordinateur en face, de bien se comprendre, et de se parler. On peut avoir une convention BIM. On peut même ne pas en avoir et que ça marche très bien, et avoir des conventions BIM. Mais peut-être, j'ai un peu pour... Bon, là c'est vrai qu'on... Tu vois, on dirait... Si tu t'engages dans une convention... Plus tard, on pourrait se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour formaliser ces valeurs. Il y a peut-être un sujet. Mais là aussi, c'est dans la méthode agile, ils disent c'est plus important de s'entendre et de travailler plutôt que de formaliser les choses, de faire des docs, de faire des contrats, s'acharner sur les contrats. Donc, après, c'est bien de fixer des règles, mais il faut que... Ouais. Finalement, j'ai fait 3 poteaux, c'est déjà pas mal. J'ai rempli mes feuilles, c'est bon, j'en ferai pas plus, parce que quand même, on s'est engagé à avoir un certain niveau de LOD ou de sais-je. Donc c'est tout. Il te laisse un peu... Après, il y a des choses dans la méthode agile qui s'appelle par exemple la definition of done, c'est-à-dire de définir, de s'entendre sur c'est quoi quelque chose de terminé. Considérer qu'une tâche est terminée. Il y a aussi definition of ready qui est le pendant, c'est on imagine côté maître d'ouvrage, ça va être il va nous fournir un programme, il peut ne pas correspondre à la définition de ce qui me permet de démarrer, donc definition of ready. Et là tu peux t'entendre dire pour démarrer il me faut au minimum tel élément, tel élément, tel élément. Parce que sinon il y a trop d'incertitudes dans le cadre du projet et je cours des risques en fait. C'est bien, parce que c'est souvent ce qui manque quand même dans les conduites d'études. Les deux sujets qui viennent tout le temps, c'est mais j'ai pas de entrée tel. Et il y a celui qui te dit moi j'ai déjà fait. Et c'est un peu ça le sujet de la guerre. Et en fait on passe son temps à essayer de redemander quelque chose à quelqu'un et puis inversement à essayer de gagner du temps pour ne pas faire tant qu'on n'a pas les bonnes données d'entrée. Ouais. Ce qui est intéressant, je pense, dans la méthode agile, c'est que ça bascule ce côté calendrier, en fait, où on veut les éléments là. En fait, si on n'a pas les éléments, on ne peut pas commencer celle d'après. Et ça, je pense que ça enclenche une notion de responsabilité individuelle et collective par rapport à la continuité du projet qui n'est pas forcément dans un calendrier. On a toujours l'impression qu'on peut décaler, que on n'a pas cette relation effectivement de lien de causalité entre son retard et le retard du projet. Même juste en terminologie, je pense que ça peut être très intéressant de... Si on revient aux problématiques BIM, souvent problématique BIM, aujourd'hui ce qui se passe c'est que les bureaux d'études techniques ils demandent toujours une maquette d'architecte 3 semaines avant pour pouvoir modéliser. Et en fait ça n'a pas de sens parce que le client il ne paye pas un architecte pour ne pas bosser pendant un mois. Donc en fait l'architecte normalement il va bosser jusqu'au dernier jour. Et donc son projet il va aller jusqu'au dernier jour. Il faut juste se mettre d'accord. En fait sur RMD il faut juste dire le off-ready pour le BE technique et le public pour qu'il commence à modéliser des trucs. C'est un mois avant, il prend la maquette telle que et on dit ok il fera son étude sur cette base là et après
à la fin, le job il est done quand on a refait une passe de pré-synthèse. C'était ça, quoi. Mais c'était des trucs aussi simples. Oui, de ne pas se baser sur des calendriers, mais sur des états de complétion qui sont suffisantes en fait, pour démarrer. Lui, il estime que ça suffit. En fait, plutôt que de dire à la fin, ouais, on aura à telle date les rendus de tout le monde achevés, coordonnés, on sait que ça va pas se faire comme ça. Dès le début, je dis, voilà, on se met des règles qui sont un mois avant, on sait que on bossera avec quelque chose qui n'est pas exactement le produit fini. Comment vous pouvez commencer Et ça aide aussi. Comment on les intègre, c'est toujours le même sujet. C'est quoi les moments Ça aide à prioriser aussi, de dire bah, si lui il a besoin de ces 4 éléments, je vais les définir en avance pour que ça débloque les choses. Hein, ce sera la maîtrise d'œuvre de le faire en amont, de se le faire pour elle-même. En coordinateur, la maîtrise d'œuvre. Enfin voilà, oui. Ah non, mais c'est hyper intéressant. Souvent, on a des conventions de classe. Là, justement, je pensais à est-ce que je l'ai déjà vu dans une convention BIM? Non, pourquoi? Et peut-être qu'ils ont l'impression que plus ils en mettent, plus ils se bordent entre guillemets, non? Ils vérifient que ce qu'ils ont écrit est appliqué ou... C'est juste en cas de problème en fait. Un bon manager, ça sait le faire. Non mais après c'est pas le plus important non plus. N'importe comment aussi. Est-ce que ça fait. Enfin, ça m'arrivait de faire des missions je contrôlais des modèles et on m'a donné une convention BIM imbuvable qui était décollée, j'imagine, je ne sais pas quel autre projet, les gens l'avaient plus vu. Il fallait remplir 30 paramètres qui effectivement ne servaient à rien. Et mon job, moi, ça a été de vérifier quand est-ce que les paramètres n'étaient pas là. Et quand on demande au maître d'ouvrage à quoi ça vous sert, il dit ah je sais pas, mais j'ai payé pour ça donc je les veux. Ok, tiens, voilà. Bon, en fait, c'est un cercle qui fait chier tout le monde. C'est dommage parce qu'il fait quand même un truc intéressant à faire au départ. Oui, ça fait un surcoût au final. Ouais, voilà. Alors même s'il ne le paye pas directement parce qu'il a fixé les zones horaires, donc il va peut-être pas payer de surcoût, mais il va avoir une ambiance de travail qui est mauvaise, l'architecte va forcément bâcler des choses d'autre part. C'est ça, forcément. Ouais, donc bien faire les documents de départ, c'est quand même intéressant. On fait une rétro ou il est quelle heure? Il est déjà 21h20. 20, ouais, donc on va peut-être arrêter là. Ouais. Ok. Là, Sébastien, il est allé ramener des pizzas et tout. D'accord. Je crois qu'on est-ce que. Ouais. Non, on avait un autre idée d'atelier, mais je pense que là, on va avoir des pizzas qui vont arriver assez simple un peu. Donc, ce qui a, je sais pas où vous expliquez mon métier, mais je pense que là, ça a quand même dégagé entre les grandes thématiques et ces sujets-là. Ça nous a dégagé un peu des thématiques pour des futures réflexions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent plus de l'agilité, s'ils auraient aussi une vision à nous apporter, je pense. Ah, c'est parti où le coach. Oui, il y a le deuxième, mais il y en a qui sont partis, mais ça va avoir une vision externe, parce que voilà, là, nous, on se dépatouille un petit peu, on essaie de tâtonner pour voir, mais ça peut être intéressant. Moi, je suis pas étiqueté, je suis pas un coach agile. Mais avoir une vision externe, en tout cas. Je vais te répéter peut-être un peu ce que je commençais à te dire tout à l'heure. Je pense que l'agile, il faut le voir comme un tournevis dans une boîte à outils. Et il ne faut pas faire une fixation sur ce que ça peut apporter. Ça a un scope, je pense, d'utilité qui est assez restreint. Je pense qu'il y a d'autres méthodes comme le Lean, par exemple, qui sont aussi à regarder. Il y a beaucoup de problèmes que vous avez mentionnés tout à l'heure, qui, à mon avis, s'abordent plus par le Lean, le coût des specs qu'on fait en avance, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et au final, on va les jeter parce que le truc a changé. Ça, c'est le Lean qui va te dire comment aborder ça, pas l'agile. Voilà. Donc, c'est pour dire aussi qu'il faut peut-être pas trop sacraliser le terme agile et penser plus large dans la façon de... quels sont les problèmes que vous avez envie de résoudre, quelles sont leurs causes, et ensuite comment on fait pour essayer de trouver des solutions. Problème par problème, il faudrait... Le problème principal, c'est qu'on n'a pas de méthode. Oui, est-ce que tu penses que, voilà, nous, c'était un peu cette idée de l'approche agile en général, je veux dire, ça peut quand même nous aider à formaliser une pseudo-méthodo, je vais chercher. Mais le Lean, ça fait partie d'une des méthodes agiles.
Enfin, moi j'avais compris qu'Agile c'était un peu un grand groupe. Après il y avait le Scrum, il y avait le Lean, il y avait le Kanban. C'est pas le cas? Je crois pas. Non. Non. Je crois que Scrum et Kanban effectivement sont recoupés sous Agile. Lean, ça vient de Toyota, Manufacturing. Mais ça se complète bien, tu vois, il ne faut pas les voir non plus comme un choix radical, hein, tu peux faire les deux. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça travaille sur d'autres principes et ça essaye de résoudre d'autres problèmes. Voilà. Par exemple, les problèmes de coût, le Lean pourrait éventuellement mieux gérer la partie. Mais carrément. Parce que c'est contre tout ce qui est gaspillage. C'est ça, voilà. C'est pour ça que j'ai entendu plusieurs fois des choses que vous avez sorties. Que vous voyez comme des problèmes ou des frustrations, etc. En fait, ça aurait été bon, il est parti, mais moi je pense que ce serait intéressant de commencer la séance de réflexion par l'identification des problèmes et ensuite de les travailler. Et ensuite de se dire, bah tiens, là c'est peut-être telle méthode qui peut nous aider, là c'est telle méthode si on a besoin de mettre un nom dessus. Avant de faire affleurer les problèmes, il faut déjà avoir... Ah non, ça tu pourrais les faire en un quart d'heure. Oui, non, déjà pour l'exercice d'aujourd'hui. Je suis sûr que... De lister comme ça sans hiérarchie, de dire c'est quoi les plus gros problèmes dans la conception. Si on dit que c'est des problèmes de délai, de qualité et de coût sur les projets, à votre avis, d'où ça vient? Je suis sûr que dans 10 minutes, on a un tableau noir de causes. C'est sûr. Ouais, bah, ça pourrait être l'objet du futur atelier, prochain. C'est une bonne idée. Une fois qu'on a trouvé les causes, après, les solutions, c'est franchement pas évident, parce que ça fait quand même longtemps que ces problèmes existent. Et que si les solutions étaient simples, ils seraient déjà résolus. Mais... Après, il y a des problèmes souvent d'organisation, de fait que les gens ils sont habitués à travailler d'une manière. Il y a une inertie des organisations. Donc il peut y avoir des solutions, mais après, comment faire changer les gens pour qu'ils adoptent ces solutions, c'est aussi un autre problème. Surtout si c'est des gens qui ne travaillent pas pour toi. Tu es obligé d'aller voir tes partenaires. Oui, parce que c'est des entreprises séparées, donc il y a ça aussi qui complique. Mais le maître d'ouvrage, le client, le maître d'ouvrage, c'est quand même le chef d'orchestre, parce que c'est lui qui paye, donc il peut aussi imposer des méthodes. Voilà, il y a des... Non, mais il faut essayer. Enfin, je veux dire, ce qui est sûr, c'est que si tu n'essayes pas, tu n'y arriveras pas, donc ça vaut le coup d'essayer. Et toi, par rapport à toi, tu avais une expérience un petit peu dans l'industrie, c'est ça? Ou tu connais un petit peu la problématique quand même? Parce que la question que j'allais te poser, c'est est-ce que là, par rapport à ce que tu comprends du bâtiment, est-ce que tu penses que c'est deux problématiques très différentes dans l'industrie et dans la construction? Ou est-ce que ça se recoupe? Non, je pense que non, justement, quand tu commences à raisonner sur les problèmes de coordination, tu peux les abstraire et ils vont se ressembler dans n'importe quel secteur. Ouais. Après, la couleur de l'industrie, elle se ressort dans la formulation de la contrainte, tu vois. Mais... La contrainte de... J'en sais rien, moi. C'est du béton, ou bien c'est de l'acier, ou bien, tu vois, ça va avoir à un moment donné un impact, mais... pour trouver la solution, tu vas être obligé de raisonner dans le contexte précis de ton industrie, mais sinon, les causes des problèmes, c'est quand même souvent un peu les mêmes. Est-ce que la temporalité ne serait pas un grand frein par rapport à pouvoir adapter cette méthode à la construction? Parce qu'il me semble que l'agilité dans le domaine de l'IT, par exemple, ça va très très vite, parce qu'on peut livrer très vite des choses concrètes. Et au niveau de la construction, c'est pas le cas. On peut faire des maquettes, mais à un moment donné, on s'arrête. On ne peut pas faire des maquettes éternellement, donc il faut pouvoir livrer aussi des choses. Je pense que la donne aussi temporelle est quelque chose qui est aujourd'hui un frein aujourd'hui pour pouvoir appliquer cette méthode à la construction au-delà de... Voilà, moi, c'est vrai que nous, vous voyez vraiment pour le côté BIM, donc vraiment quand on est dans la maquette. Après, c'est vrai que tout ce qui est chantier, en général, c'est beaucoup plus le Lean qui ressort que l'agile, parce que ça a beaucoup plus de sens sur ces aspects-là. C'est vrai qu'après, on peut peut-être traiter peut-être tout la construction, c'est pas forcément. Quoique, de plus en plus, avec la pré-construction et tout ça, il y a peut-être des choses qui s'interchoquent, mais c'est vrai qu'en effet, il y a des choses à adapter aussi. C'est pour ça que Agile for Manufacturing est intéressant, parce qu'ils ont essayé de voir comment ça pouvait s'adapter. Bon.
On peut continuer la discussion avec une Ok, merci. Merci en tout cas d'être venu. Donc, on a mis un slide où on a un groupe qui s'appelle Agile for BIM, où l'idée c'est de partager des ressources autour de ces sujets-là, parce qu'il y a quand même pas mal de gens en fait, qui sont déjà interrogés sur le sujet, et de commenter, voilà, d'essayer un peu de discuter là-dessus, et puis on essaiera de faire un prochain atelier, peut-être assez rapidement, si ça vous intéresse. Vous serez les bienvenus, bien sûr. Merci. Merci.